Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi, c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à découvrir de ces dernières. Comment prendre possession d'un espace ? Socialement, quels sont les exemples d'appropriation des espaces verts ? Quelle est la relation au végétal en milieu urbain ? Bonjour Lucia. Bonjour Delphine. Et bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des nouvelles appropriations sociales des espaces verts en ville. Mais nous allons également parler des relations végétales qui s'y jouent. Pour cela, nous recevons Fabien Roussel, qui s'intéresse à ces interactions entre les citadins et les plantes. Bonjour Fabien. Bonjour. Fabien, tu es maître de conférences en géographie de l'environnement à l'université Sorbonne Paris-Nord, au laboratoire Pléiade. Tu es donc enseignant-chercheur et tes recherches portent sur le végétal en milieu urbain et dans la périphérie. Merci d'avoir accepté de partager tes recherches avec nous. C'est un plaisir de t'accueillir pour cette interview de Restez pas plantés là, une idée qui fait suite à notre collaboration dans le cadre de l'organisation du workshop Ville d'avenir, les plantes actrices des interstices à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris en octobre 2023. C'est vrai qu'on avait envie d'en savoir plus sur tes recherches qui nous semblent passionnantes et ancrées dans la réalité du quotidien des citadins. C'est donc l'objet de cet épisode. Alors Fabien, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire personnelle avec le monde des plantes? Alors, mon histoire personnelle avec les plantes, en fait, ça commence assez tard, avec la thèse essentiellement, que j'ai commencé en 2013, pardon. Alors, si je reviens un peu encore avant, en fin de compte, gamin, un peu comme tous les gamins, je préférais les animaux aux plantes, parce que ça bouge. Oui. Parce que et après dans la foulée, j'ai plutôt été du côté des champignons d'ailleurs, je crois. Avec mes parents et mon grand-père, on allait cueillir des champignons dans les Alpes. Et le végétal, les plantes, finalement, c'était un décor. Et là où j'y ai commencé à être sensible, c'est justement par rapport à cette dimension paysagère davantage, esthétique, picturale presque, le cadre, le décor végétal. C'est plutôt à ça que j'étais longtemps sensible. Avant de chercher à les nommer, avant de chercher à savoir ce qu'on faisait avec. Donc le paysage façonné par le végétal en fait. Exactement, la place du végétal dans le paysage, en y trouvant en fait une forme de bien-être. J'ai grandi à la campagne, donc on était dans un grand jardin, on avait les champs, la forêt autour de nous. Et c'est presque en arrivant à faire mes études à Paris que j'ai pris conscience que ça me manquait en fait. Et que c'était là, quoi. Oui, parce que c'était évident jusque-là. Ben, c'était évident, c'était un cadre de vie. Ouais, j'ai fait pas mal de jeux en forêt quand j'étais gamin. On faisait des cabanes, on faisait ce genre de choses, mais j'avais pas véritablement de questionnement sur le nom des plantes, par exemple. Juste un bien-être à être dans ce contexte, à y jouer, alors on cueillait des châtaignes, on cueillait des mûres, on cueillait des champignons, ce genre de choses, mais c'était un ensemble en fait, un cadre, un contexte. Donc il y avait déjà la cueillette quand même. Il y avait déjà la cueillette, ouais. Et tu dis que tu as commencé à t'intéresser vraiment plus dans le détail aux plantes au moment de ta thèse. Ouais. Du coup, ta thèse, c'était quel sujet, quel thème ? Alors, j'ai commencé une thèse en 2013 à l'université Sorbonne Paris-Nord sur un appel à projet qui avait été lancé par mon directeur de thèse,
Frédéric Alexandre, qui est biogéographe, et qui se proposait d'étudier les milieux dynamiques écologiques, paysages végétaux de la ceinture verte d'Île-de-France. C'est-à-dire en fait des pourtours de l'agglomération parisienne qui un temps avaient été concernés par un projet de ceinture verte initié par la région au début des années 80. Et ce projet s'était jamais matérialisé sur le plan réglementaire. Donc la thèse avait pour but de regarder que s'il n'y a pas eu de ceinture verte, il y a eu quoi en fait sur le plan des trajectoires, des paysages végétaux et de la mise en valeur des milieux. Et le principe, c'était vraiment d'utiliser la donnée botanique, de la faire parler, comme on le fait en biogéographie, et d'analyser en fait la répartition de ces communautés végétales dans le proche périurbain, on va dire, parisien, et de mettre ça en relation avec les projets locaux de mise en valeur, ou à l'inverse, les logiques d'abandon local, et d'essayer de comprendre pourquoi à tel endroit on avait des milieux très valorisés au titre de la biodiversité, et d'autres pas du tout. C'était l'objectif de la thèse. Et est-ce que tu décrirais ton parcours comme particulier par rapport à ce qui t'a amené à ce métier d'enseignant-chercheur ? Oui, un peu, parce que c'est une reconversion en fait. Okay. C'est-à-dire que j'ai commencé mes études en géographie. Enfin, je fais une année de prépa littéraire d'abord, mais c'est là que j'ai découvert la géographie. Et ensuite, j'étais à Paris 4. Donc, j'ai fait ces études de géographie en DEA d'abord, et puis en DESS. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai croisé la question des paysages végétaux. C'était en DEA. DEA, c'était l'équivalent d'un master recherche. Ok. Exactement, ouais, master recherche. Que j'ai fait à Paris 4. Et alors, à l'époque, je revenais d'une année Erasmus à Dublin, en Irlande, pour ma maîtrise. Et le sujet était déjà d'étudier des espaces naturels périurbains, qui étaient dans un contexte littoral plutôt, des milieux dunaires, mais pas seulement. Et il y avait également une vallée, qui était la vallée de la Liffey, qui est le fleuve qui coule à Dublin. Et donc en DEA, je suis retourné là-bas pour observer un peu comment, le long de ce fleuve, le paysage changeait. Et est-ce qu'on avait une démarcation nette entre la ville et la campagne ? Et du coup, ça m'amenait déjà à regarder la place du végétal dans ce cadre-là. De quelle forme d'aménagement il était l'objet ? Quelle forme de mise en valeur, de mode de gestion ? Et de repérer beaucoup par études de photographie aérienne, mais aussi quelques relevés de terrain, comment ça changeait. J'avais pas le désir à l'époque de faire de thèse, ça me semblait trop vague. J'avais envie un peu de concret, au sens d'application, quoi, non pas que la thèse soit pas concrète, c'est très concret, mais d'opérationnalité, si vous voulez, voilà. Et donc j'ai enchaîné par un DESS, un master professionnel, que vous connaissez bien à Paris-Cité, puisque c'était le DESS Espace et Milieu à l'époque. C'est vrai, t'as fait D'accord, ok. Ouais. Qui est le master dont les responsables sont François Bouteau et Étienne Grézian. Nos collègues. Ouais. Et moi, j'ai connu leurs prédécesseurs, Gilles Benest et Frédéric Alexandre. Donc, je l'ai fait en 2003-2004. Et bon, du coup, ça m'a emmené dans une autre direction. J'ai, à l'occasion d'un stage à la Fédération des parcs naturels régionaux, pu continuer quand même l'étude de ces enjeux-là, sous la place du végétal, la mise en valeur des espaces naturels, sous un angle paysager, puisque j'étais chargé d'études pendant 6 mois après mon stage sur l'articulation des chartes de PNR avec les documents d'urbanisme, sur le respect des règles d'urbanisme dans les parcs, au nom de la protection des paysages et de la nature. Voilà, donc après j'ai poursuivi en fait dans ce contexte-là d'études de ces sujets dans les collectivités, mais en m'éloignant en fait de ces premiers amours géographiques autour du paysage végétal, puisqu'en fait après coup j'ai bifurqué vers l'accompagnement des cadres des collectivités dans le cadre de formation sur la gestion des déchets.
D'accord. Ouais, pendant 1 an et demi, j'ai fait ça. On organisait des formations, j'animais un forum d'échange de savoir, connaissances sur ces sujets-là. Puis à la suite de quoi, j'ai été embauché pendant 4 ans dans un conseil général, celui de la Seine-Saint-Denis, d'ailleurs, à Bobigny, pour m'occuper de qualité environnementale des bâtiments. Voilà, de démarche HQE. C'est-à-dire l'impact que les bâtiments ont sur l'environnement, c'est quoi? Alors, j'accompagnais en fait du côté de ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, toute la conception des projets. D'accord. Le conseil général, le département ayant la compétence de construction notamment des collèges, des crèches, des bâtiments administratifs. Et j'étais en charge de viser en fait le suivi, enfin de faire ce suivi de projets pour vérifier que les clauses environnementales qu'on avait identifiées dans les cahiers des charges étaient bien appliquées. Alors, ça c'était vaste, hein, ça allait de la réglementation thermique au respect des règles de chantier et à l'insertion des projets dans leur environnement. Bon, moralité, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que la partie qui me continuait de me plaire le plus, c'était ça, quoi. C'était comment on insère un projet dans son environnement et notamment comment on l'intègre aux trames vertes existantes, comment sur la parcelle on maintient des espaces verts pour que ça reste connecté au paysage alentour. Bon, et forcément, c'était pas ce qu'il y avait de plus prédominant. Hein. Ce qui prenait beaucoup de place, c'était les enjeux de réglementation thermique, avec une dimension très technique dans laquelle je me retrouvais pas. Et donc, j'ai pas souhaité poursuivre après 4 ans. Et là, j'ai vraiment bifurqué puisque j'ai fait une formation en PAO pour devenir graphiste au Gobelin. D'accord. Ouais. Wow, mais c'est dingue le panel de compétences que t'as. Du coup. Ouais, ça fait des sacrées expérience. J'ai pas mentionné que j'ai toujours dessiné et je continue de le faire d'ailleurs. Et donc à l'époque, je m'étais demandé si le fait d'intégrer ça dans ma profession serait pas quelque chose d'intéressant. Et donc j'ai fait 6 mois de formation continue au Gobelin pour devenir graphiste. Ouais. Ce que j'ai fait un temps sans pouvoir véritablement en vivre, constatant que fallait beaucoup démarcher pour pouvoir en vivre et que la dimension de ces dimensions-là de commercial en fait, de présenter sa carte en tant qu'indépendant, était primordial et pas ce qu'il y a de plus facile. Oui, et puis c'est un autre métier, enfin c'est tout un autre métier que ce que tu avais appris, j'imagine. Et c'était un autre métier, c'est-à-dire que je m'étais donc formé sur les métiers graphiques, mais alors du coup toute cette dimension commerciale, de réseau, elle est pas simple, quoi. Et bon, donc très vite, je me suis rendu compte que je préférais m'insérer dans un cadre. Et c'est là que quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Étienne Grésillon, m'a fait suivre un appel à projet émanant donc de Sorbonne Paris Nord, Paris 13, parce que je lui disais que ces sujets-là me manquaient, en fait. Travailler sur le paysage, sur les espaces verts. Alors, on n'était pas encore au niveau des plantes, hein. J'étais vraiment dans la gestion globale, l'insertion de ces espaces verts en ville. Tout ça m'intéressait. Et donc, voilà, on m'a fait passer ça et j'ai répondu à l'offre et j'ai été retenu. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à la thèse. En me demandant au départ, à 33 ans, parce que j'avais 33 ans, si c'était le temps de faire une thèse, et en me rendant compte que, en fait, j'avais toujours voulu faire ça, quoi. Et que c'était la boucle rebouclée, quoi. C'est génial. C'est génial, moi j'adore ce parcours. Voilà. J'ai passé ma thèse à 33 ans aussi. Hein. Ah bah, voilà. De quoi je veux parler quand on se pose ces questions-là, arrivé à ces âges-là. Ouais. Bah, je trouve ça super riche comme parcours et en même temps ça montre justement que c'est pas toujours tout tracé quand il y en a qui... On peut revenir à ce qu'on aime vraiment à la base finalement et tout est possible quand on s'en donne les moyens. Ouais, avec un peu de chance aussi, de faire des rencontres, des opportunités bien sûr. Qu'on n'avait plus imaginées, puis ça revient un moment et on est surpris et puis on se dit bah si en fait, bien sûr, je vais faire ça. Alors c'est un peu vertigineux parce qu'on sait bien quand on s'aventure dans une thèse, c'est tout un parcours professionnel derrière qui est quand même très
assez contraint quand même, en termes d'opportunités. Oui, ça veut dire qu'en plus, tu as eu ton poste de maître de conférence quand même à la suite, tout de suite ou Tout de suite. Ouais, donc ça, c'est quand même une sacrée chance aussi. Ouais, j'ai fait 4 ans de thèse avec deux postes d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à terre, à Paris-Cité. Et j'ai soutenu en décembre 2017. Et en mai 2018, j'avais un poste de maître de conférence à l'université d'Artois, basée à Arras, dans le Pas-de-Calais. Ok. Et maintenant, tu es donc biogéographe. Tu te définis un peu comme ça ? Oui. Bah, j'étais d'abord recruté en tant sur un poste de maître de conférence en géographie de l'environnement à l'université d'Artois, donc qui m'avait permis de valoriser ce travail de thèse en biogéographie, aussi beaucoup l'approche cartographique, les outils cartographiques, les SIG, systèmes d'information géographique. J'ai donc j'ai obtenu donc une mutation l'an dernier pour occuper désormais un poste de maître de conférence à Sorbonne Paris Nord, donc enseignement Paris 13, à nouveau sur un poste de biogéographie, tout à fait. Biogéographie et encore outils avec la dimension cartographique qui est assez présente. D'accord. Alors justement, en quoi consiste ton métier actuel ? Parce que du coup, tu avais plusieurs métiers. Comment est-ce que tu peux nous définir ce métier-là et les questions de recherche qui t'intéressent aujourd'hui ? Alors, ce métier, il est en théorie séparé en deux parties, la partie enseignement et la partie recherche, qui sont censés nous occuper à égal temps. Bon, dans les faits, c'est vrai que l'enseignement prend beaucoup de place, les heures qu'on assure auprès des étudiants et les responsabilités qu'on a ensuite sur le plan administratif aussi, ça prend du temps tout ça. Donc la recherche est un petit peu le temps consacré à la recherche est un peu grignoté par ça, mais existe toujours. Bon, l'idée de toute manière de ce métier, c'est de nourrir l'un par l'autre. C'est-à-dire qu'on est enseignant parce qu'on est chercheur. Que dans le cadre de nos enseignements, on partage nos objets de recherche. C'est ce qui fait la particularité, la richesse de l'enseignement à l'université. Qu'on transmet aux étudiants des enseignements en prise avec des enjeux sur lesquels on travaille, qui sont contemporains, qui sont actuels. Moi, dans le cadre de mes enseignements, j'assure des enseignements en biogéographie, particulièrement. Je pourrais revenir sur ce qu'est la biogéographie après. Avec plaisir. En géographie de l'environnement en général, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux enjeux d'aménagement de la nature, des espaces verts pour ce qui me concerne. La géographie de l'environnement touchant à d'autres enjeux, puisqu'on pourrait y intégrer la question des risques, des enjeux climatiques, évidemment. Pour ce qui me concerne, moi, c'est vraiment la dimension d'espace vert et de nature et de préservation, de protection autour des enjeux de biodiversité que j'enseigne en licence et en master. Et j'ai également de multiples enseignements relatifs à l'initiation au système d'information géographique. Les systèmes d'information géographie, c'est quoi ? Alors, c'est le fait de mettre en relation des bases de données avec l'outil cartographique. Les logiciels qui sont capables de faire ça, mettent en lien des bases de données avec des cartes, et ce qui permet de mener des analyses spatiales par l'intermédiaire de quantité d'outils difficile de lister, que ces logiciels permettent de mettre en œuvre et de produire des cartes, de produire de l'information géographique à partir de bases de données. D'accord. Qui peuvent être spatialisées, qui peuvent être statistiques, et voilà, ça fait partie des compétences en fait des géographes à l'issue de leur diplôme. Et c'est d'ailleurs assez recherché dans les métiers ensuite auxquels ils prétendent. Est-ce que toi, tu te définis comme étant biogéographe ou géographe ?
Alors, au fond, je me définis globalement comme géographe. Géographe. Globalement, c'est-à-dire que c'est quand même cette discipline que j'ai rencontrée après mon bac. Par contre, en revanche, dans le champ de la recherche, si on est entre géographes, là, je me définirais comme biogéographe. Alors, vous voyez, c'est des histoires d'échelle. Bien sûr. Et de cercles de discussion. Je suis pas persuadé que quand on n'est pas géographe et qu'on se dise que je suis biogéographe, ça parle pas. Déjà, géographe, on a le droit à des réflexions pas toujours très à droite quand on dit ça à des gens qui connaissent pas. Donc, avant d'aller à biogéographe... Oui, parce que la géographie, c'est souvent le souvenir qu'on en a, c'est la géographie du collège, du lycée. Moi, on m'a dit, donc tu connais bien tes capitales? Ah bah voilà. J'ai dit oui, t'as non, tout en fait, résumé. pas tout. Moi, on m'a expliqué il y a pas très longtemps, comme ça, t'es géographe, mais pourtant, on a découvert tous les continents. Elle est pas mal, celle-là aussi. Voilà, donc il faut réexpliquer en quoi consiste la géographie, déjà, avant d'aller vers la biogéographie. Oui, c'est sûr. Je comprends mieux. Et justement, du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que sont tes thèmes de recherche actuels? Alors, mes thèmes de recherche, alors à l'issue de ma thèse, j'ai continué à regarder comment les milieux naturels ou semi-naturels en contexte périurbain continuaient d'être valorisés, de quels projets politiques ils faisaient l'objet. C'était l'objectif de ma thèse, comme je l'expliquais tout à l'heure. J'ai continué à observer ça sous l'angle de l'appropriation sociale, en me rendant aux Pays-Bas, dans un secteur qui s'appelle le cœur vert de la Randstad Hollande, qui est un équivalent finalement de ceinture verte, sauf que la forme est différente. En raison de la morphologie urbaine. La ceinture verte, c'est donc autour de Paris? Oui, autour de l'agglomération parisienne. Autour de l'agglomération parisienne. Il ne faut pas confondre la petite ceinture. Des fois, je confonds, oui. Ouais, qui est l'ancienne voie ferrée actuellement redécouverte sous l'angle de la biodiversité. Ok, qui est donc verte. Qui est mis en valeur sur le plan des espaces verts, qui appartient toujours c'est la SNCF, je crois, qui est toujours propriétaire. Okay. Donc il n'est pas encore décidé de complètement abandonner la réouverture de voies, mais pour le moment, il y a tout un tas de tronçons qui sont réouverts pour la promenade et la valorisation des espèces. Et plus loin, aux marges de l'agglomération, il y a eu ce projet de ceinture verte. Ok. Voilà. Alors qui était posé entre 10 et 30 kilomètres de Paris. Du centre de Paris. Du centre de Paris, ouais. D'accord. Et qui en fait qui va englober des espaces qui sont connus, notamment toutes les grandes forêts domaniales périurbaines. La forêt de Saint-Germain, la forêt de Sénart, la forêt de Montmorency, pour n'en citer que quelques-unes qui me viennent en tête. Plus des secteurs agricoles aussi, le plateau de Saclay, la plaine de France, le Hurepoix. Bon, je les cite pas tous, mais voilà, tous ces secteurs au contact de l'agglomération qui faisaient face à un étalement urbain, pas toujours contrôlé. Et le but des ceintures vertes dans l'histoire, c'est de contrôler l'étalement urbain. Ok. De le limiter, de le réduire, voire de l'interrompre, pour préserver les terres agricoles, pour préserver les espaces naturels. Dans une logique qui n'a pas toujours été écologique, puisque ça date de la fin du 19e siècle, et qu'à l'époque c'était d'abord une logique hygiéniste, ensuite une logique patrimoniale de préservation d'espace à la forte dimension esthétique sur le plan paysager, et finalement la dimension environnementale, écologique, elle émerge plutôt à la fin du 20e siècle, enfin à compter des années 60-70. Et donc ces ceintures vertes, elles ont essaimé à travers le monde à partir d'un modèle le plus abouti, qui était le modèle de la ceinture verte de Londres, qui est toujours actuelle, la ceinture verte londonienne. Et alors dans le monde anglo-saxon, il y en a beaucoup eu dans les années 60-70, puisque c'est devenu une espèce d'outil aux mains des aménageurs pour traiter de ces questions de préservation des terres autour des villes.
Et selon la morphologie urbaine, ça a pu prendre d'autres formes. Et donc c'est le cas du cœur vert, puisqu'en fait, dans le cas des Pays-Bas, l'agglomération, la conurbation qui englobe Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, en fait forme un anneau. Et les espaces verts, ils sont pas autour, ils sont au cœur. Okay. Et donc, ça a cette forme-là, mais c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'à un moment, dans les années 50, les aménageurs et politiques néerlandais ont souhaité maintenir des espaces libres d'urbanisation, des espaces verts, pour préserver les terres agricoles et les espaces naturels qui restaient. Mais tout ça participe de la même dynamique de préservation des terres autour des agglomérations. Et ça, c'est un de tes objets d'étude? Ça, c'est l'un de mes objets d'étude, tout à fait. Tout à fait. Avec deux terrains pour le moment, donc Paris et les Pays-Bas, et la Randstad Hollande, mais potentiellement l'envie d'aller explorer d'autres aspects. Et qu'est-ce que tu recherches sur ces terrains-là? Alors, ce qui a émergé dans le cadre de ma thèse, c'est que on pouvait pas comprendre les mesures de préservation de la biodiversité dans ces espaces-là si on les corrélait pas avec des contextes socio-économiques. Et qu'en fait, derrière les enjeux de préservation de biodiversité, en certains endroits, il y avait aussi des enjeux de préservation d'un cadre de vie. Et que écologie et paysage vont ensemble et se mélangent dans les enjeux de préservation. C'est-à-dire que non seulement on préserve la zone humide, la forêt, au titre de la biodiversité, mais on préserve aussi pour les habitants un cadre de vie particulier. Et que du coup vient se greffer là-dessus des phénomènes d'appropriation liés au coût du foncier, liés au fait qu'on a des habitants plus aisés qui vont accéder à ces espaces-là, avec des logiques qui sont pas simples à démêler. Et alors, j'avais montré ça pour ma thèse. Je pourrais donner des exemples après. Et aux Pays-Bas, j'ai voulu voir s'il se produisait la même chose, en fait. Si ces espaces-là, aux périphéries de la ville, espaces verts, attractifs pour les habitants, parce que ouverts, parce que dans un cadre champêtre, si ces espaces, ils attiraient des populations économiquement favorisées, en fait. Ça m'a permis de tester, en fait, des discussions autour de l'effet des populations aisées sur la biodiversité en tant que telle. En gros, je vais la dire simple, est-ce qu'il y a des plantes des riches et des plantes des pauvres ? Et quand on identifie des listes d'espèces, est-ce qu'en fait, c'est pas le résultat d'un mode de vie et d'une forme d'appropriation socialement marquée ? Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que les habitants vont cibler des zones qualitatives sur le plan de la biodiversité parce que ça présente un cadre de vie. Et peut-être qu'en retour, ils vont eux-mêmes agir sur cette biodiversité ou s'en servir comme un outil, un moyen, ça a été montré par d'autres chercheurs, pour maintenir leur cadre de vie. C'est-à-dire instrumentaliser la biodiversité pour maintenir un paysage et un cadre de vie, jusqu'à des logiques d'entre-soi qui ont été montrées. Alors, tout ça est pas strict, il y a évidemment plein de nuances. Bien sûr. Mais ce sont ces tendances-là que je cherche à observer. Et l'originalité, c'est d'en partir de la flore. De partir des plantes pour voir si elles reflètent ça, ce qu'elles nous disent de ça. Et parfois, elles montrent des choses très décalées. L'idée de départ étant de considérer qu'une plante est représentative du milieu. Si elle pousse là et pas ailleurs, c'est que, à moins qu'elle ait été plantée, bien sûr, c'est qu'elle trouve des conditions qui lui sont favorables. Et du coup, repérer ces plantes-là permet de mettre en parallèle donc ces communautés végétales avec le discours qui est porté sur elles et de montrer qu'il y a des décalages parfois. C'est-à-dire qu'il y a un discours sur la biodiversité par endroits qui est très fort, alors que la flore est pas plus diversifiée qu'ailleurs. En revanche, on a des espaces qui sont complètement abandonnés, délaissés, voire repoussants, jugés repoussants pour d'autres raisons, mais qui, en revanche, présentent une diversité spécifique, plutôt intéressante. Et donc tout ça se mélange et rencontre donc des enjeux sociaux. Donc c'est ça que tu appelles l'appropriation sociale.
Oui, c'est une des formes d'appropriation sociale que j'étudie. Ouais. Alors ça marche pas toujours. Hein. Les études que j'ai menées aux Pays-Bas, il y a un article que j'ai publié récemment sur ce sujet, où je cherchais à corréler indicateurs socio-économiques et indices de diversité spécifiques. Alors dans la littérature anglaise, américaine, ça a été identifié sous un nom, celui de luxury effect, c'est-à-dire en fait l'effet des populations aisées. Je vois pas d'autre traduction. Ça a été montré, ça a été montré aux États-Unis, dans des contextes en Arizona, à Phoenix notamment, dans des contextes arides où évidemment les populations aisées ont des jardins qui peuvent plus facilement entretenir, une moyen d'entretenir, notamment mettre de l'eau. Et donc forcément il y a plus de diversité. Et donc, les populations aisées ont plus de biodiversité. Bon, on voit bien qu'il y a des biais. Et donc, l'enjeu, c'est pas d'appliquer ça strictement, c'est de voir aussi comment ça fonctionne. Oui, bien sûr. Si ça s'applique partout, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et donc, c'est pas toujours direct comme effet. Ça peut être contre-intuitif aussi. Donc, voilà, l'objectif, il est aussi de déconstruire ces notions, de voir comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, parce que tu parles d'appropriation culturelle dans ces cas-là, mais quand on était... donc, on a organisé ensemble le workshop Les plantes actrices de la ville à la Cité des sciences et de l'industrie. Et dans ce cadre, tu nous avais expliqué que tu étudiais comment certaines populations qui sont limitrophes de la Cité des sciences se sont appropriées les espaces verts qui s'y trouvent, et en particulier par la cueillette des plantes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette approche ? Alors ça, c'est un second projet de recherche que je mène depuis 2019 avec une collègue géographe de Sorbonne Paris-Nord, Flaminia Padeou, qui elle est plus spécialiste d'agriculture urbaine, sur la cueillette de plantes sauvages en ville. Dans ce cadre-là, on a effectivement constaté qu'il y avait une population d'origine chinoise qui pratiquait beaucoup la cueillette et qui, du coup, constituait une forme d'appropriation aussi différente des espaces verts. Alors là, on est plutôt en ville, on n'est plus en dehors des villes, quoique ça concerne aussi des espaces périphériques, puisqu'ils s'y rendent. Nous, on a quand même beaucoup focalisé sur les espaces verts urbains, sur les parcs, les jardins, les interstices aussi, et constater que il y avait des gens qui cueillaient. Alors c'est pas que les populations asiatiques, puisqu'au départ on a commencé le projet sur tout type de cueilleurs, en s'intéressant à la cueillette en général, et en allant enquêter auprès de cueilleurs, plutôt d'origine française d'ailleurs, qui trouvent un moyen de se reconnecter à la nature, d'y puiser aussi des ressources complémentaires pour agrémenter leur alimentation, qui participent aussi à des stages de formation, d'apprentissage, d'identification des plantes et d'usages alimentaires ou médicinaux. Moi, j'imaginais ça plutôt dans les bois ou les forêts. Je pensais pas que les gens allaient cueillir dans des espaces verts en ville, en fait. Alors, Paris n'a pas une densité d'espaces verts très, très forte, rapporté au nombre d'habitants. Mais il y a quand même le bois de Vincennes, le bois de Boulogne. Bon, et puis quand même des parcs assez étendus, je pense au but de Chaumont, par exemple, parc de la Villette. Et donc, on a là des opportunités quand même qui se présentent pour les cueilleurs, à condition qu'il y ait des espaces laissés un petit peu en gestion libre pour accéder plutôt à une flore sauvage. Et là, sur ces recherches-là, qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est quoi les questions que vous vous posez et que vous essayez de... Alors, sur ces sujets-là, notre objectif, il est de montrer comment en ville peuvent se nouer d'autres relations au végétal, en dehors ou à côté des logiques de préservation ou de cadre de vie, de bien-être qui sont maintenant assez classiques. L'espace vert comme agrément, comme aménité, c'est déjà ancien. L'espace vert comme cadre de biodiversité, c'est plus récent, mais ça commence à quand même être bien. Il y a une sensibilisation forte sur ces sujets-là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer qu'il y a d'autres manières d'interagir
avec le vivant en ville, qui donne à voir du coup d'autres formes de relations écologiques, fondées sur l'usage, sur le toucher, sur l'observation, sur la circulation dans les lieux. Et qui voilà, c'est ça qui montre une relation au végétal en ville assez singulière. Donc c'est vraiment ça le propos du projet. Et d'ailleurs, relation qui est multiple, hein, parce que entre les personnes les citadins qui s'inscrivent à un stage le week-end au bois de Vincennes pour apprendre à cueillir, et puis des populations chinoises pour qui c'est complètement accolé à la pratique de la médecine chinoise. C'est pas du tout les mêmes intentions ou les mêmes registres qui mobilisaient. Bien sûr. Et en plus, du coup, c'est pas impulsé par la ville ou par des politiques de gestion. C'est impulsé par les habitants eux-mêmes. C'est des pratiques qui sont pas médiatisées, pas volontairement impulsées. C'est ça, par les pouvoirs publics, en fait. Ben c'est ça. Ça vient du bas, en gros. Cette forme de rapport, de relation végétale. C'est pas impulsé par les pouvoirs publics, tout à fait. Et c'est ce qui rend la pratique intéressante, c'est qu'elle vient un petit peu perturber les modes de gestion tels qu'ils sont envisagés par les pouvoirs publics et tels qu'ils sont appliqués par les jardiniers. Ça va pas de soi. Ça vient parfois même rentrer un petit peu en conflit. Alors, c'est pas la problématique majeure dans les espaces verts. Mais clairement, ça dénote vis-à-vis d'autres pratiques. La biodiversité, la protection de la biodiversité dans le cadre urbain, clairement, c'est une forme de mise à distance. C'est-à-dire qu'on met à l'écart, on protège, on touche pas, on cueille pas. C'est marqué dans les règlements, d'ailleurs. Oui, oui. Pas que pour des raisons de biodiversité, aussi tout simplement pour des raisons de maintien des espaces, par rapport aux travaux des jardiniers. Mais donc il y a cette mise à distance quand même de l'espace vert, du végétal en ville, des plantes en ville. À la rigueur, on peut les sentir quand il y a une fleur qui dépasse, mais c'est quand même pas très encouragé. Alors, c'est pas simple à organiser pour les pouvoirs publics. Ça commence à émerger, notamment autour de certains types de plantes, les arbres fruitiers. Il y a de plus en plus de municipalités en France qui se sont appropriés ces enjeux-là via les arbres fruitiers. Comment on recrée des vergers en Dans ville. ma ville, ils plantent des arbres fruitiers. C'est où là où j'habite. Oui. Dans l'Essonne. Ok. Près d'Arpajon. Ok. Et c'est vrai que le service des espaces verts a cette volonté, et je crois qu'ils ont eu en fait de l'argent pour ça, de la région, pour planter des arbres fruitiers, etc. C'est de plus en plus intégré au cahier des charges, au projet. Il y a des projets participatifs qui se montent autour de ça. Les collectivités expérimentent beaucoup ces choses-là. Nous, dans l'agglomération parisienne, on a pas mal passé de temps à Arcueil, dans le Val-de-Marne, qui a une politique assez volontariste en la matière, d'encourager les jardins partagés, d'encourager le prélèvement sur des plantations d'aromatiques mises exprès pour ça en ville, projet de verger à l'intention des habitants. Donc, de fait, ce sont des projets qui encouragent davantage un lien plus fort avec les plantes, qui soulèvent d'autres questions de savoir-faire au niveau des équipes de jardiniers pour l'accompagnement et la gestion de ces arbres, de partage des ressources aussi. Donc c'est d'autres enjeux, mais ouais, ça émerge. Ces questions-là apparaissent dans les programmes des collectivités par ce biais. Et c'est pas que français. Moi, j'ai suivi tout un projet sur la ville de Bruxelles qui vient d'aboutir, qui a mis en œuvre toute une expérimentation dans différentes communes de l'agglomération bruxelloise pour tester
voilà, des aménagements autour de fruitiers en ville. Alors les cueilleurs qu'on suit, eux, ils vont plus loin que ça. Hein. Ils vont vraiment chercher les plantes spontanées, le sauvage, avec des savoir-faire botaniques parfois très pointus. Oui, parce que toutes les plantes ne sont pas comestibles, donc du coup, il faut quand même s'y connaître un minimum. Et il y a des familles qui sont assez dangereuses de plantes, hein. Je pense aux apiacées, aux ombellifères, pour lesquelles il faut vraiment avoir des connaissances en fait pour se lancer dedans. Du coup, pour ce projet de recherche-là, quelle est votre méthodologie et quels sont les outils que vous allez utiliser pour les mesurer, les données que vous allez collecter, comment vous les collectez? Est-ce que ça nécessite juste de connaître le nom des plantes, par exemple, pour associer le pourquoi de la cueillette, etc. Alors, pour moi, c'est une méthodologie assez nouvelle puisqu'elle est avant tout qualitative du point de vue de l'identification des plantes. Contrairement à ce que je faisais avant, où en menant des relevés botaniques, je pouvais quantifier en fait et mener des analyses statistiques sur des communautés végétales, des agencements singuliers, en ayant en plus une logique d'échantillonnage. C'est-à-dire qu'il vise à capter vraiment de manière représentative des cortèges floristiques. C'était l'ambition de ma thèse, et c'est ce que je voulais faire aussi quand j'ai continué sur les approches, sur les questions d'appropriation sociale via des relevés botaniques. Là, ici, c'est pas du tout le cas. Là, on en passe par des entretiens et des enquêtes. Et les plantes, on les relève au sein de nos entretiens. C'est ce que nos enquêtés nous disent. Et en compilant tous nos entretiens, on arrive à dresser une liste de toutes les espèces qui sont mentionnées et des usages à coller. Et donc, c'est une approche beaucoup plus qualitative qui n'a pas vocation à lister toutes les espèces comestibles, qui d'ailleurs, au départ, s'appuie pas sur un échantillonnage spatial pour aller capter tous les espaces non plus, mais qui va faire remonter par les entretiens donc ces espèces. Une liste qui n'est pas d'ailleurs inintéressante puisqu'on arrive à 160 espèces nommées dans nos différents entretiens. C'est pas mal quand même, qui sont cueillis, pour des usages variés, mais qui sont cueillis. Ouais. Et c'est quoi, quel genre de type d'usage? La nourriture? Alors c'est alimentaire d'une part, médicinal d'autre part, plus des usages un petit peu périphériques, cueillir un bouquet de fleurs, faire tresser des éléments. Je pense à des gens qui cueillent de la clématite pour concevoir des objets. C'est vrai? Oui. La clématite des haies là, qui recouvre les lianes, tout. Les lianes, génial ça. Des teintures, d'autres font ça. Bon, mais majoritairement, c'est l'alimentation et la médecine. Alors dans les cueilleurs français, entre guillemets, le champion hors catégorie, c'est l'ortie, qui revient dans tous les discours. La mal-aimée quand même, pour certains. C'est ça qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'en fait ça jette un regard nouveau sur la flore, qui en fait sort des catégories telles qu'elles sont pensées par d'un côté les écologues ou les biologistes et de l'autre les gestionnaires. Y compris du point de vue aimé, mal aimé, désiré, pas désiré. Le cueilleur, on n'a rien à faire de savoir si une plante elle est invasive, piquante, urticante, que sais-je, dès lors qu'elle a un usage. La quête du cueilleur, elle est fondée sur l'usage. Son intérêt pour les plantes, les catégories qu'il voit, lui, c'est des catégories d'usage. C'est pas des catégories d'invasion biologique, c'est pas des catégories de banalité ou quoi. Alors cela dit, ils sont sensibles à la rareté quand même. Ils ont en tête quand même qu'il y a des espèces qui sont rares et qu'on les cueille pas. Mais ça permet de redécouvrir et de mettre en lumière toute cette flore des interstices, des friches. Alors que les écologues ont valorisé depuis une vingtaine d'années d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui mettent en valeur cette flore banale. Mais ça reste quand même compliqué dans les parcs d'avoir un bosquet d'orties, par exemple. C'est sûr. Si c'est fait dans le cadre de la gestion différenciée. Je lutte. Oui, voilà. Donc, bon, ça reste un petit peu un résultat un peu impensé, quoi. Et donc, les cueilleurs vont vers ça, quoi, vont vers ça. Alors, ils vont regarder aussi
dans les pelouses, l'achillée millefeuille. Ils vont chercher la berce, pendile dans les bas-côtés des chemins. Ils vont regarder beaucoup les plantains. Ils vont prélever les cynorhodons sur les églantiers. Bon voilà, et puis plus leur degré de connaissance est fort, plus ils vont cibler des espèces qui passent complètement inaperçues sans cela. Et ça, c'est assez fascinant, du coup, cette remise en lumière de la flore urbaine sous ces angles-là, quoi. Et on découvre en même temps que maintenant, tu connais pas mal de noms d'espèces de plantes, finalement. En fait, dans le cadre de ma thèse, j'en avais identifié 550. Donc, ça force. Ça oblige à connaître les plantes. Ça me semble le fondement de ma thèse, c'était ça, hein, c'était de m'appuyer sur la flore. Donc, à un moment donné, il a fallu faire de la botanique et ramener les plantes chez soi, faire des herbiers et connaître les noms et les identifier. Ce qui me semble quand même indispensable dès lors qu'on traite de ces sujets-là, quoi, d'être capable quand même de reconnaître les plantes, de les nommer, de savoir à quoi, et plus que ça même d'ailleurs, de savoir à quoi elles renvoient en termes de milieu, de conditions écologiques. Et ce que je trouve intéressant dans ce nouveau projet, c'est du coup que ça ajoute les usages. L'ortie, c'est une plante des milieux nitrophiles, très riche en azote, mais aussi c'est une plante qui est utilisée par certains pour faire de la soupe, des salades, que sais-je encore, quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que on a fait pas mal d'interviews avec des biologistes et à chaque fois, dès lors de nos premières questions, ils disaient non, mais je suis pas le biologiste qu'on emmène en forêt et qu'on me pose une question, je réponds ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Mais toi, Fabien, qui est donc géographe, nous montre que c'est pas les biologistes, c'est pas que les biologistes qui ont ces capacités-là, et des fois c'est nécessaire de les avoir dans d'autres disciplines. Et il y a plein de croisements, et je trouve ça très intéressant. On en revient au début de l'entretien sur le fait de nommer les plantes. Moi, c'est tout un monde qui s'est ouvert quand j'ai commencé ma thèse. Je me souviens de mon directeur de thèse, Frédéric Alexandre, qui est géographe, qui est à la retraite depuis l'an dernier, où j'étais un peu inquiet. Je lui dis mais je sais pas reconnaître les plantes. Moi, comment je vais faire? Et il me dit mais tu veux faire des relevés? Tu veux faire de la biogéographie? Je dis, oui, je veux faire ça, ouais. Je dis, tu vas t'y mettre. Et donc, je me suis présenté un jour pour le début de mes terrains. Je suis allé en forêt avec tout mon arsenal pour collecter mes plantes, mon petit sac, mes journaux, ma flore, ma loupe. Et j'ai, pendant 3 mois d'été, je suis revenu avec une dizaine de sacs remplis de plantes et je passais mes soirées à rattraper d'ailleurs les petites bêtes qui s'échappaient de mon sac chez moi, les limaces, les insectes que j'avais rattrapés avec, et à essayer de les nommer. Et au bout d'un moment, j'ai fait ça 2 étés de suite, et au bout d'un moment, on a ce sentiment grisant de plus avoir besoin de quoi que ce soit. On a juste son crayon et son stylo, et on baisse les yeux et on nomme tout. Et c'est génial. C'est fascinant parce qu'on se baladera plus pareil du tout après. Ce qui peut être frustrant, c'est-à-dire que là où avant on baignait dans un cadre de verdure qui était global, dont on en percevait simplement les propriétés émergentes, un peu dans une logique holistique comme ça. Après ça, on n'a plus qu'une série de noms qui seront partout comme ça. Mais j'ai adoré être capable de ça. On a l'impression de découvrir un super pouvoir en fait quand on arrive à nommer. Et on se rend compte à quel point toute cette verdure, elle est inidentifiée finalement par beaucoup de gens et pas nommée, alors même qu'elle a cette diversité-là de forme, de contexte et puis d'usage aussi du coup. Et ce projet-là actuel-là, et moi au sortir de ma thèse, alors je savais nommer, je savais dire à quelles conditions écologiques correspondait quelle plante, mais j'avais cette frustration de me dire mais après on en fait quoi de ça sur le plan de l'interaction. Et alors avec la cueillette c'est génial parce que maintenant ça permet d'aller vers une autre discipline qui est l'ethnobotanique. Qui va croiser approche botanique et ethnographique au sens des usages, quoi.
Et ça complète assez bien ces savoir-faire. Moi, j'aime beaucoup les croisées entre disciplines comme ça. Je trouve que c'est vraiment un approfondissement super intéressant. Et riche. La géographie permet ça, en fait. C'est une discipline qui a acté que, voilà, elle était à l'interface en termes de méthode, elle allait puiser. Les relevés botaniques, c'est pas qu'on fait en biogéographie, c'est hérité de la phytosociologie, qui est apparentée à la géographie à un moment donné de l'histoire des sciences, mais qui est pas propre en soi à la géographie, dans lequel on va puiser, mais que les écologues vont pouvoir mettre en œuvre aussi, je veux dire. Donc cette discipline cette géographie, la géographie permet ça en fait, de faire dialoguer comme ça des méthodes qui viendraient de disciplines différentes. Et en biogéographie, particulièrement, sur mobiliser de la donnée botanique. Alors, il y en a d'autres qui traitent de l'animal. Moi, c'est la botanique, c'est la flore. Mais, ouais. Oui, j'adore. J'adore ces sujets-là parce qu'en plus, on est dans des milieux où... Enfin, moi, quand je raconte, par exemple, à des amis ce que je fais, ils voient pas pour le podcast, j'entends, ils voient pas l'intérêt de parler plantes si c'est pas de la biologie. Parce que l'étude des plantes, c'est la biologie. Et ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on fait, c'est qu'on montre que étudier les plantes, il y a tellement de choses qui sont rattachées à ça et tellement de pans. C'est des sujets que j'aime beaucoup. Oui, puis c'est des disciplines qui ont chacune leur entrée. Complètement. Quoi. Alors, complètement. Je serais bien incapable d'étudier la plante en biologiste. Oui, mais moi j'ai souvent entendu dire qu'une plante étudiée, mais c'était surtout qu'est-ce qu'une plante, à quoi ça fait référence, qu'est-ce qui la stresse, et puis basta, quoi. Mais en fait, étudier les plantes, ça prend pas dans cet inconscient-là, c'est pas l'étude de la perception qu'on a d'elle, notamment tout où elle est impliquée, qu'est-ce qui en découle. Justement, les usages qu'on peut en avoir. Exactement. Et alors, depuis quelques années, toutes les sciences humaines se penchent sur le cas des plantes. Et, alors, ça a donné lieu à un nom, d'ailleurs, de tournant végétal, qui fait que maintenant, en anthropologie, en philosophie, même sur les approches artistiques, on se réinterroge sur ces plantes aussi. Tout à fait, complètement, oui. Alors ça part dans des directions assez insoupçonnées, sur l'intelligence des plantes, la sensibilité des plantes. Mais ouais, donc il y a un vrai surgissement de la plante dans tous les pans scientifiques et en sciences humaines en particulier. Ouais. En géographie, ça date pas d'hier. Non, pas du tout. Alexandre de Humboldt, début du 19e siècle, il fait déjà une géographie des plantes. Mais pour tout un tas d'autres disciplines, oui, c'est assez... Tout à l'heure, tu as parlé d'enjeux socio-écologiques du végétal. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont-ils et nous en parler un peu plus ? Alors, ce que j'entendais par là, c'est ce que je viens de dire, c'est la rencontre, en fait, entre des milieux, des projets en rapport avec cette préservation des milieux, des enjeux écologiques qui tournent autour de ces milieux, et puis des pratiques sociales, des usages, des relations au végétal. Alors, dans les enjeux socio-écologiques qui tournent autour des plantes, je mettrais la préservation de la biodiversité, qui est quand même un enjeu bien identifié, qui a une dimension très biologique, fonctionnelle, en termes de fonctionnement des écosystèmes, mais qui va rencontrer aussi des pratiques, des usages, des imaginaires. C'est en ce sens que c'est une dimension sociale aussi. Et puis des politiques d'aménagement aussi. Sur les enjeux que moi je traite pas spécialement du végétal en ville, y a toute la dimension d'adaptation au changement climatique, avec le rôle qu'on donne aux végétaux, au végétal en ville sur ces questions-là. La question des corridors biologiques, aussi de déplacement des espèces animales. Tout ça, ce ne sont pas des enjeux que j'étudie, mais qui, à mon avis, croisent systématiquement des questions écologiques d'un côté et sociales de l'autre. Est-ce que, du coup, tu penses qu'il y a aussi cet enjeu d'évolution de la relation au végétal en général et au vivant ? Chez les citadins, oui, il y a un enjeu d'appropriation, de réappropriation.
Ce qui est difficile, je trouve, pour les politiques qui vont insister sur la préservation de la biodiversité, sur le rôle du végétal, c'est de se connecter en fait aux pratiques habitantes en fait. Comment c'est reçu ça dès lors que les injonctions viennent d'en haut, comment elles sont appropriées ensuite en bas, c'est-à-dire par les habitants. Alors il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, sur les représentations et les usages et les appropriations, mais c'est pas évident. Et il me semble en partant du bas, donc comme je le fais avec la cueillette, comme Dante le font sur les jardins partagés en ville, on travaille ça, à cette appropriation, à cette reconnexion au vivant en ville. Et est-ce que tu aimerais du coup que ces travaux-là que vous faites actuellement aient une portée politique sur la gestion des espaces verts ? C'est pas l'objectif. Je ne conçois pas la recherche en sciences humaines comme nécessairement devant être opérationnelle. Ça peut être le but de la recherche, ce n'est pas la condition première. C'est pas le but principal. Non, l'objectif, moi je conçois la recherche comme... c'est l'occasion de mener des recherches, avoir des chercheurs. C'est l'occasion d'avoir des gens qui font un pas de côté sur les choses, qui ont le temps de regarder comment les choses fonctionnent, de les décrypter, de les déconstruire, d'essayer de comprendre les jeux d'acteurs, les discours, le fonctionnement des choses, en sciences humaines en tout cas, j'entends. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je considère quand même que je fais des sciences humaines et que la géographie a une dimension sociale forte. C'est que finalement, ça reste ça l'intérêt. D'aller voir derrière les discours, d'aller voir derrière les postures, de montrer les choses qui bloquent, pourquoi elles bloquent. Dans mon cas, en passant par la flore, mais c'est bien ça l'intérêt. Alors après, ça intéresse les pouvoirs publics. Dans le cas de nos enquêtes, on rencontre des acteurs. D'accord, oui. C'est le cas pour la cueillette, évidemment. On va discuter avec les gestionnaires. Et ça les interpelle. Et on leur dit que, évidemment, ils pourront être destinataires des résultats que l'on mène. En revanche, nos résultats consisteront pas à édicter des plans de gestion. Et des aménagements où, alors la cueillette, il faut qu'elle ait telle place dans le parc, il faudrait qu'il y ait un massif d'aromatiques ici, un autre là-bas. Non, c'est pas nos métiers, c'est pas notre métier. Ouais, c'est plutôt de renseigner ce qui se passe dans ces espaces verts, quoi, finalement. De faire progresser la connaissance, en fait, sur ces enjeux, de donner à voir des choses qui sont pas forcément visibles, qu'on comprend pas forcément, quelles sont les intentions de ces gens-là. Un exemple, on nous a beaucoup dit il y a des Asiatiques qui cueillent. Alors, ok, c'est quoi? Qui c'est? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont où? Est-ce qu'on peut dire il y a des Asiatiques? Est-ce qu'il y a des nuances? Bon, c'est ce projet-là qui, à un moment, c'est cette assertion-là qui nous a fait nous dire il faudrait peut-être qu'on aille voir parce que tous ces gens nous disent il y a des Asiatiques, mais enfin, ça veut pas dire grand-chose. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien résolu en fait. Donc on va aller voir. Et c'est là vraiment le rôle qu'on a en tant que chercheur, c'est de nous emparer de ça et d'aller et la liberté qu'on doit avoir, continuer d'avoir, qu'on doit pas nous imposer en fait, pour aller discerner par nous-mêmes ce qui nous semble être utile sur lequel il semble utile de lever le voile. Et du coup après c'est là qu'on a mené ce projet, qu'on a continué à le mener là. Bon, c'est en cours avec deux autres collègues, Kaduna Demailly de Paris 8 et Audrey Beauchaton de Paris 10 avec Flaminia Padéou. Mais non, en fait, dans ces Asiatiques, effectivement, on a des populations chinoises, mais il y en a qui viennent plutôt du sud-ouest, du sud-est, d'autres qui viennent plutôt du nord, certains qui ont un rapport comme celui-ci, d'autres comme ça, plutôt des femmes, plutôt âgées. Et c'est là où on vient apporter de la connaissance, en fait, et de la nuance. Et qu'on peut dire ensuite, non, vous voyez, il y a tous ces gens-là. Et finalement, si ça peut avoir un effet, c'est de faire prendre conscience aux gens de la diversité des relations qu'il y a à ces objets-là, et peut-être un peu plus compréhensif, tolérant, voire même. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'a priori
sur ces pratiques-là, quoi. Oui. Et c'est comme ça que je conçois la recherche. Alors en géographie, on est nécessairement connecté aux politiques, aux projets d'aménagement. On doit savoir ce qui se mène. On rencontre les acteurs pour pouvoir avoir un propos ancré, quoi, qui soit en prise avec les préoccupations et les problématiques. Mais la finalité, elle n'est pas de mettre en rapport, en application, de mettre des plans d'action. Contrairement à la tendance de l'époque nous fait être, c'est-à-dire de plus en plus devoir répondre à des financements qui sont complètement bordés du point de vue des objectifs par les institutions et qui nous laissent très peu de marge de manœuvre pour explorer ce que je viens de dire, quoi. C'est très vrai à l'étranger, les chercheurs sont de plus en plus cantonnés parfois à des rôles de bureaux d'études qui sont très utiles, c'est pas la question, mais c'est un autre métier, quoi. Exactement. On arrive bientôt au terme de cette interview et c'est vrai que nous on a une question qui est un petit peu qu'on a mis en place depuis le début qu'on fait les interviews, c'est est-ce que tu pourrais nous parler d'une découverte qui t'a surpris, que t'as aimé sur le monde du végétal? Sur le monde végétal en tant que tel, indépendamment de mes recherches. Quelque chose que t'as aimé apprendre, qui t'a surpris, un truc que t'aimerais nous partager. À part revenir sur cette diversité du végétal, c'est-à-dire là où je me promenais dans de la verdure, non, en fait, j'arpentais une forêt de chênes, de châtaigniers, avec du chèvrefeuille, du houx, tout un tas d'espèces comme ça qui se baladent en sous-bois, en buisson, et que tout ça est singulier, en fait, et à son rythme, à ses couleurs, à ses formes. La botanique, c'est quand même assez fascinant. Enfin, dès qu'on commence à regarder une plante de près, on voit tellement de choses, quoi. C'est vrai. C'est ce qui rejoint un autre plaisir aussi, c'est le fait de l'enseigner aux étudiants. Et la botanique. Oui. D'accord. Ouais. Et de voir un moment que une plante qui était verte, eh ben non, elle va avoir des dents sur les feuilles, des poils sous les feuilles, des nervures ici, un nombre de pétales. Et quand les étudiants sont capables comme ça d'aller identifier tout ça et qu'ils ont vu, en fait, ce travail sur le regard, en fait, sur l'observation qui est fascinant. Et reconnaître une plante, c'est la regarder d'abord dans ses infinis détails, quoi. Et c'est comme ça qu'on la différencie d'une autre et qu'on voit ses particularités. Et ça, c'est fascinant, ça. Le jour où j'ai été capable, de nommer, de différencier, de regarder. Encore une fois, j'ai eu l'impression là d'avoir un pouvoir. J'aime bien cette image-là. Ouais, j'adore. Ouais. Je trouve que c'est assez parlant. Et ça montre le shift qu'il y a eu dans ta façon de voir les choses aussi. Oui, et puis la vraie découverte d'un nouveau monde, en fait. La découverte d'un nouveau monde, c'est ça. C'était là, je le voyais pas, et pourtant c'était sous mes yeux. Et ça apparaît. Alors que rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est juste mon regard et mon observation sur les choses. Merci de finir comme ça, parce que c'est exactement l'objectif de ce podcast. C'est vrai, vraiment. Et on est très très contente que tu aies pu venir faire cette interview avec nous. Je vous remercie d'avoir passé ce temps-là aussi. Ouais, tu nous as vraiment transporté dans le monde de géographie, etc. Et un peu, on a découvert aussi ton parcours est très riche. Et c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, restez pas plantés là.